Allez, je vous propose de démarrer, sinon on risque de prendre du retard. Ok, très bien. Bonjour tout le monde, on va voir si les gens se connectent encore au fur et à mesure. Très bien, bon alors du coup aujourd'hui, je crois que je m'entends en double en fait. Ok. Moi, c'est tout bon. On s'entend bien. Tout bon? Ok, nickel. Bon, alors du coup, on va parler aujourd'hui de comment numériser les processus, en commençant par la partie réflexion, pour passer ensuite à l'action et la mise en place de processus numérisés au sein des RH. Aujourd'hui, je ne serai pas toute seule, mais voyons avant de débuter quel est l'agenda de la prochaine heure qu'on va passer ensemble. Donc, on va commencer par la première question, à savoir pourquoi est-ce qu'on numérise en RH. Et puis, on va passer donc à la partie plus interactive, où vous aurez donc un rôle actif à jouer, où vous pourrez choisir différents thèmes, l'un pour avant de se lancer dans un projet et le deuxième pour comment concrètement numériser les processus. Et enfin, dans une troisième partie, on va voir donc une démonstration d'un processus onboarding entièrement digitalisé. Vous verrez à quoi ça ressemble et comment ça peut vous aider au votre quotidien. Ensuite, on traitera les questions qui auront été posées et puis on terminera par faire un résumé de ce qu'on aura vu aujourd'hui et on vous dira aussi quelques mots sur qui nous sommes, HR Campus et aussi Acton Switzerland. Donc, pour ma part, je m'appelle donc Cindy, je travaille chez HR Campus depuis une année environ et je suis donc spécialisée dans l'optimisation des processus RH. J'ai aujourd'hui avec moi Patrick. Bonjour tout le monde, merci Cindy pour cette introduction. Je vous souhaite également la cordiale bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous avez tous bien commencé cette année. 2 mots par rapport à moi-même. Donc Patrick Svalen, chez HR Campus depuis 2 ans et responsable du bureau de Lausanne, que nous avons ouvert fin 2022. Et bien, je suis moi-même passionné de la transformation digitale RH et puis de la transformation RH d'une manière générale. Et puis, je me réjouis donc énormément d'écouter nos 2 spécialistes durant les 60 prochaines minutes. Justement, comme l'a évoqué Cindy, nous avons voulu aborder cette thématique sous différents angles, raison pour laquelle nous avons préparé ce webinaire avec le cabinet de conseil Acton, qui accompagne des entreprises avant, mais également pendant les projets de digitalisation. Tandis que HR Campus est spécialisé dans l'intégration des outils RH. On aura donc 2 points très différents, mais très complémentaires aussi. Et nous espérons pour vous transmettre un maximum d'informations pour vos futurs projets de transformation. Juste quelques mots par rapport à la logistique. Cindy l'a mentionné, donc là on est sur LinkedIn Live, donc vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole. Donc si vous avez des questions, mettez un petit mot dans le chat. Et puis on a prévu une dizaine de minutes à la fin du webinaire pour répondre à l'ensemble des questions. Donc je vous souhaite un excellent webinaire et à tout à l'heure. Nicolas, je te passe la parole. Merci Patrick. Alors comme tu le disais, nous ne sommes pas du même cabinet, mais on partage les mêmes ambitions, à savoir conseiller au mieux nos clients et nos partenaires. Donc très brièvement, moi je m'appelle donc Nicolas Rémy, je travaille pour Acton Switzerland, dont on reparlera plus tard. Ça fait 10 ans maintenant que j'accompagne les entreprises de toute taille et de tous les secteurs en matière de ressources humaines, de SIRH et d'accompagnement au changement. Et aujourd'hui, nous voulions vous parler de numérisation, ou bien de digitalisation, qu'on utilise aussi, de processus RH. C'est un sujet dont on ne sait pas toujours par quel bout il faut le prendre, et on a voulu, avec les équipes HR Campus, vous le résumer pour vous aider dans vos futurs projets. Voilà, je vais d'ailleurs laisser Cindy vous en présenter les raisons. Voilà, donc commençons d'abord par la première question à se poser. Pourquoi est-ce qu'on numérise en RH? Quel est l'intérêt de le faire? Et quel est l'intérêt en fait d'investir du temps à dessiner, à décortiquer les processus auxquels on est confronté tous les jours et qu'on maîtrise finalement très bien? Eh bien, d'une part, ça peut être une demande de l'entreprise qui souhaite cartographier les processus au sein de toute l'entreprise, mais dans la plupart des cas, on reste quand même dans un souhait de vouloir installer un nouvel SIRH dans le but de développer le service RH, mais aussi d'améliorer le service pour les employés.
Et puis également, un souhait d'harmonisation du département RH, pour garder une trace, documenter ce qui est fait, pour aussi faciliter, les transitions ou, l'arrivée de nouveaux employés. La fonction RH, elle a évolué énormément au fil du temps, je vous apprends rien. On passe d'une fonction qui était, entièrement administrative et très, focus sur, les salaires, la gestion administrative du personnel en tant que tel, pour aujourd'hui, se focaliser davantage sur la personne. Donc on a, en tant qu'RH beaucoup plus de thématiques à gérer, mais ça signifie aussi, paradoxalement plus d'administratif, alors que finalement, pour avoir plus de temps pour l'être humain, on a besoin de dégager du temps, dans cette partie administrative et c'est souvent là qui est la difficulté et l'une des solutions, probablement la plus logique, c'est de passer à la digitalisation de ces processus, de ces parties, plus administratives pour pouvoir vraiment se dégager du temps pour se centrer sur les employés, mais aussi se focaliser sur la partie stratégique avec le business dans une idée de création de valeur co-créative, comme on pourrait le dire. Hem Quand on pense à faire un projet de digitalisation, on rencontre souvent, différentes problématiques, qui sont présentes dans les ressources humaines, mais aussi dans d'autres départements. Je pense que la principale, c'est vraiment ce manque de ressources auxquelles on peut faire face et quand je dis manque de ressources, ce n'est pas uniquement des ressources financières, mais bien des ressources en personnel, hein. Paradoxalement, on a envie, d'avoir plus de temps pour, les employés, mais au même temps, pour avoir plus de temps, il faut investir du temps et ce temps, on l'a souvent pas, et on rencontre aussi des difficultés à savoir de comment présenter, ce projet d'amélioration, aux décideurs des entreprises et c'est justement, le point qu'on verra, tout à l'heure avec, Nicolas plus en détail. Outre le manque de ressources, on se confronte aussi à des automatismes, à des habitudes qui se sont mis en place, et qui sont, difficiles à changer. Là, on travaille aussi sur, tout un mindset RH, et de l'entreprise, en fait, qu'il faut changer, puisque vous le savez sûrement comme moi qu'on en a encore plein de gens, plein d'employés qui voient les RH uniquement comme ceux qui gèrent la paye, ou alors ceux qui, recrutent et virent les personnes, alors que finalement c'est beaucoup plus que ça, mais on a de la peine justement à passer outre, ces barrières. En parlant de barrières, on a aussi de la résistance qui se forme et qui constitue aussi un frein à ce projet de digitalisation. Donc, hem, pour donner la parole à Nicolas pour sauter vraiment à la suite, donc on a ces ambitions d'améliorer le service, d'optimiser, de faire différemment, de faire mieux pour apporter plus de valeur ajoutée et on ne sait pas comment débuter donc, hem, la première question qu'on va se poser, c'est clairement combien de temps est-ce qu'il faut investir? Combien de ressources est-ce qu'il faut compter pour un tel projet? Et comment est-ce qu'on peut se préparer, au mieux? Donc pour aborder les prochaines thématiques, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on vous invite à, vous connecter sur, WooClap afin de pouvoir décider de quel est, le sujet que vous souhaitez voir, abordé. Vous avez le choix entre, les différents objectifs de l'automatisation des processus RH ou alors les arguments pour mieux vendre la modélisation de processus en interne. Faites votre choix. Exactement. Et donc sur la base de votre vote, eh bien, on ouvrira l'un ou l'autre des sujets. Et au terme, effectivement, de cette première partie, vous aurez à nouveau à retourner dans WooClap pour que l'on puisse sélectionner le thème suivant. Voilà, où vous aurez également 2 choix pour votre deuxième partie. OK. Oh, les votes sont presque assez serrés, mais
Une claire tendance se dessine pour le deuxième sujet, donc les arguments pour mieux vendre la modélisation de processus en interne. On laisse encore quelques secondes. Alors, ce sont des sujets aussi complémentaires, hein, c'est pour ça que, voilà. De toute façon, il y a forcément des thématiques connectées entre les deux. Alors, dites-moi. Oui, alors c'est effectivement le deuxième qui l'emporte. Très bien. Du coup, je te laisse continuer, Nicolas. Oui, alors voilà, on avait intitulé cette partie-là avant de se lancer. Alors ensuite, on va aller sur... déjà, on va se mettre d'accord sur ce qu'est un processus. Je pense que c'est important aussi de se mettre dessus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est évident pour beaucoup ce qu'est un processus. Donc on va éviter d'y passer trop de temps, hein, mais il faut à minima qu'on soit d'accord sur le fait que c'est un enchaînement d'opérations, d'actions ou encore d'activités qui va parfois utiliser des ressources, donc du papier, des outils informatiques, pour atteindre un objectif, que celui-ci soit matériel, par exemple fabriquer quelque chose, ou immatériel, donc rendre un service. Le processus, il doit au moins nous permettre de savoir qui fait quoi, où est-ce que cette personne le fait, que ce soit sur du papier, dans un outil, dans une réunion, en tête-à-tête, et quand est-ce que cette personne le fait, notamment par rapport aux autres activités. Si on veut aussi indiquer comment cette personne le fait, par exemple si elle doit saisir 5 informations dans 5 cases différentes, là on est déjà à un niveau plus détaillé, qui s'apparente davantage à une procédure. Et au contraire, si on souhaite indiquer pourquoi cette personne fait ce qu'elle fait, il s'agit davantage d'une politique qui doit inspirer ce processus. Par exemple, une politique de recrutement qui vise à recruter 10 personnes dans un service particulier pour atteindre un objectif particulier et qui explique indirectement pourquoi le processus de recrutement est rédigé de cette façon. Donc nous, ici, ce qu'on va chercher à savoir, c'est, en regardant un processus, qui fait quoi, où, du coup, et quand. Alors ensuite, alors voilà, on avait préparé bien évidemment de cela, donc on est bien sur nos argumentaires. Donc, vous avez choisi que nous abordions ces arguments pour mieux vendre la modélisation, donc on va détailler tout cela. Ce qu'on voit, c'est que dans le cadre des projets sur lesquels nous intervenons, on s'aperçoit que ceux-ci sont de deux natures. Soit il s'agit de venir corriger quelque chose qui ne fonctionne pas bien, soit de prendre de l'avance sur la concurrence en améliorant quelque chose qui fonctionne correctement. Mais dans les deux cas, même si le constat est clair et qu'on perçoit aussi les gains de productivité qu'on pourrait obtenir, on voit qu'on a souvent de la réticence à dédier des ressources et un budget pour mettre en œuvre un tel projet. C'est pour ça qu'on souhaitait ici vous partager quelques arguments phares pour mieux vendre la modélisation des processus en interne. Et ce sont des arguments que vous pourrez bien évidemment adapter selon vos interlocuteurs et votre contexte. Alors le premier, on parle d'alignement stratégique parce qu'on observe souvent des divergences entre les décisions qui sont prises au plus haut niveau et l'impact sur le quotidien des opérationnels. Donc concrètement, et même si les managers relayent les décisions prises par leur hiérarchie, les processus n'évoluent que très rarement suite aux fameux plans stratégiques ou plans pluriannuels que l'on voit rédigés parfois. Et c'est tout l'objectif de ce type de projet, c'est récupérer ces informations issues de ces plans stratégiques ou plans pluriannuels ou objectifs stratégiques qui ont été énoncés, et les utiliser pour s'assurer que les objectifs stratégiques s'inscrivent concrètement dans les processus, et en mettant idéalement, comme on en a parlé tout à l'heure, à jour les politiques et les procédures qui vont également impacter les processus, pour obtenir un vrai alignement stratégique. Le deuxième point, donc la standardisation et l'uniformité, c'est effectivement en général l'objectif, on va dire, ou plutôt l'argumentaire qui ressort principalement. On veut standardiser, on veut uniformiser. Alors on veut uniformiser toutes les tâches pour uniformiser la qualité des résultats. On veut par extension augmenter l'efficacité et donc réduire les coûts, et les coûts des salaires, notamment des collaborateurs qui passent du temps, les salaires de la fonction RH, qui passent du temps à faire un certain nombre d'activités. Et in fine, on voudrait pouvoir, en faisant tout cela, accroître la satisfaction de ses clients
Alors quand on parle de clients, on pense aux clients externes, mais même nos clients internes, hein, nos collaborateurs. Et puis notre fonction RH, donc nos collaborateurs RH. Tout à l'heure, Cindy nous parlait de résistance au changement, et c'est un point qu'on doit garder à l'esprit, parce que l'uniformisation, quelque part, elle réduit la marge de manœuvre des collaborateurs. Donc, au-delà des arguments, il est aussi important de distinguer les principaux attendus du processus, donc le fameux qui fait quoi, où et quand, et de bien connaître aussi le climat social pour savoir s'il est possible ou non de laisser une latitude à chaque collaborateur dans la manière d'effectuer son travail. Donc ça, c'est ce fameux comment qui se trouve lorsqu'il existe donc davantage dans une procédure. C'est une situation qu'on voit en fait souvent quand on a plusieurs sites qui bénéficient de services RH différents. À la fin, on finit par travailler en silo, et même si on découvre progressivement des divergences qu'on va corriger au fil du temps, le fait de ne pas écrire comment le processus devrait se dérouler partout, ça finit par diminuer l'efficacité au global, et donc une augmentation des coûts, comme on a pu le voir par ailleurs. Le troisième point, c'est que c'est une simplification qui doit être bénéfique à tous, et ça c'est un vrai argument aussi. On a, quand on modélise un processus, notamment cible, on doit partir de l'objectif. Par exemple, c'est recruter un cadre. Pour atteindre cet objectif, on va s'appuyer sur ce qu'on fait aujourd'hui, mais on va surtout à chaque moment garder à l'esprit ce qu'on s'est fixé dans la cible. Et donc pour ça, tout au fil effectivement de la modélisation du processus, on va remettre en question les activités non essentielles, les acteurs qui sont sollicités mais qui perdent davantage de temps, qui font gagner de valeur ajoutée, les contrôles, que ce soit des contrôles humains, des validations, ou des contrôles automatisés, qui n'ont finalement pas lieu d'être, pour au final simplifier l'ensemble et permettre à chacun de se focaliser uniquement là où il a une vraie valeur ajoutée. Donc pour reprendre notre exemple qui vise à recruter un cadre, il n'est pas rare que dans la situation actuelle, on observe un processus de recrutement qui comporte 5 entretiens. À titre personnel, j'en ai déjà vu jusqu'à 8 pour recruter un cadre. Et donc, on se dit que 8, c'est déjà forcément beaucoup trop. 5, c'est déjà beaucoup. Mais si on regarde effectivement ce qui est adressé par chacun des entretiens, on s'aperçoit que probablement, pour une efficacité similaire, on pourrait n'avoir que 3 entretiens. Et donc, on va simplifier l'intégralité du processus. Quatrième point, donc la documentation et la conformité. Bien, on sait qu'une documentation détaillée des processus peut être utile pour faciliter des audits internes, pour obtenir des recommandations. Dans certains cas, c'est même une obligation pour un audit externe. Par exemple, les entreprises qui sont soumises à la loi SOX, donc la loi Sarbanes-Oxley, c'est toutes les entreprises qui sont des filiales d'entreprises américaines ou des entreprises qui détiennent une filiale aux US ou qui commercent avec les US. C'était une loi qui faisait suite à l'affaire Enron de 2002 qui a été mise en place, mais qui est assez contraignante en l'occurrence. Mais même sans cette obligation, vous pouvez avoir aussi un intérêt, notamment si vous avez un turnover important sur certaines fonctions, de modéliser le processus avec les sachants qui sont concernés. Donc ça va effectivement demander des ressources, Cindy en parlait tout à l'heure aussi, ça nécessite la présence de vos experts sur des temps de données, mais c'est beaucoup mieux que de voir partir des experts sans avoir pu conserver leur savoir en termes de processus et de procédures. Et enfin, et c'est pas des moindres quand vous allez parler notamment à des financiers, on peut prendre aussi des décisions basées sur des données. Et si on prend des décisions basées sur des données, ça veut dire que les processus permettent de récolter ces données. Donc c'est pour ça que si vous couplez cette modélisation de processus avec un SIRH ou avec un outil d'automatisation, ça va vous permettre de suivre l'évolution de ces données. Donc c'est vrai que ça fait des dépenses dans un premier temps, mais ça va aussi rassurer les financiers de votre entreprise de savoir que vous prenez des décisions basées sur des données, et eux, ça va leur permettre aussi de suivre le retour sur investissement. Par exemple, après avoir modélisé un processus de recrutement, les données comme les scores d'évaluation, les retours d'entretien, les références, vous allez pouvoir les utiliser pour évaluer d'une manière objective les candidats et choisir le meilleur candidat pour le poste. Sur la partie évaluation, qu'on appelle performance aussi, les processus que vous allez définir pour les évaluations de performance, elles vont permettre à vos managers de s'appuyer sur des données de performance mesurées, comme les objectifs atteints, les compétences démontrées, les retours à 360 degrés, et tout ça pour prendre des décisions informées sur les promotions, les augmentations de salaire et les plans de développement professionnel.
sur la formation, si vous suivez les données relatives à l'évaluation des besoins de formation, si vous suivez la participation aux formations et l'impact post-formation sur la performance, vous allez pouvoir comme ça aussi ajuster les programmes de développement pour répondre aux besoins réels des employés. Pour les entreprises qui ont une taille plus importante aussi, hein, on peut même automatiser ce qu'on appelle le processus de succession, qui va s'appuyer sur les données issues des revues de talent, des plans de carrière, des évaluations que vous auriez pu faire. Et ces données, vous allez pouvoir effectivement les transmettre aux dirigeants pour préparer la relève et assurer une transition qui soit la plus fluide possible sur les rôles. Donc tous ces arguments, bien évidemment, vous allez pouvoir les affiner, mais rien ne vous empêche de passer de la théorie à la pratique aussi, si vous sentez que vous manquez encore un peu de conviction sur ces sujets-là, en proposant une démonstration pour montrer l'impact potentiel de l'optimisation des processus. Et ça va permettre aux parties prenantes de voir les avantages en action, et en même temps, à ces mêmes participants de réduire la résistance au changement de vos décideurs. Voilà Cindy pour cette partie. Donc je vous invite à retourner sur WooClap et puis vous pourrez donc choisir entre les deux sujets suivants. On a les niveaux de modélisation et la nomenclature BPM, ou alors les différents outils de modélisation et le chiffrage des activités. Sujet de nouveau complémentaire, mais c'est vrai que comme on a peu de temps pour tout aborder, voilà. Ce qui est sûr, c'est que à terme, hein, comme le disait Patrick tout à l'heure, du coup, on pourra effectivement vous envoyer l'intégralité, donc même les éléments que vous n'aurez pas forcément vus ici, au moment où vous replongez dedans, dans ce que vous avez déjà entendu, et puis dans des éléments que vous n'avez pas entendus. Alors, selon tes prévisions qu'on avait discutées hier, Nicolas, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu étais très juste. Une nette tendance se dessine pour le deuxième sujet, donc les différents outils de modélisation et le chiffrage des activités. Eh bien, très bien, allons dessus. Il n'est pas moins intéressant que le premier, il est complémentaire, voilà, comme on dit. On a encore quelques votes qui arrivent, mais ouais, là, la différence, elle est assez claire. Ok, alors, allons-y. C'était celui-ci, n'est-ce pas? C'est bien celui-ci. Je te remercie, Cindy. Donc ce que vous avez à l'écran est assez complet, assez coloré aussi, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe de nombreux outils de modélisation. On a recensé un peu plus d'une vingtaine, et on a choisi ici de vous en présenter quelques-uns en deux parties, hein, soit 14 outils au total. En fait, ce sont ceux que l'on rencontre le plus aujourd'hui. Alors, lorsqu'on choisit un outil de modélisation, c'est un peu comme lorsqu'on choisit un SIRH, il faut au préalable qu'on définisse les critères qui nous paraissent pertinents. Donc là, on vous a proposé des critères sur votre gauche, je vais vous les commenter, et on a aussi notre avis sur chacun des critères pour chacun des outils recensés, hein. C'est ce que vous voyez aussi apparaître sur le contenu. Plus il y a de vert, forcément, mieux c'est, mais ça, vous l'avez déjà deviné. Alors rapidement, côté critères, la conformité aux normes, elle est importante, parce que non seulement ça va vous faire gagner du temps lorsque vous démodélisez, mais aussi parce que cette conformité va faciliter la compréhension de tous ceux avec qui vous allez partager ce processus. La facilité d'utilisation, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de commenter. La capacité de collaboration, ça aussi, c'est un critère particulièrement important parce que aujourd'hui, on va utiliser de plus en plus d'outils collaboratifs, notamment avec le développement du télétravail, et on veut aussi pouvoir encourager la modélisation de processus à distance, plutôt que d'avoir effectivement une seule licence avec un PC fixe au bureau. C'est pas idéal, du coup. Donc ça aussi, c'est un critère qui nous paraît aujourd'hui de plus en plus important. L'intégration d'autres outils aussi, ça peut vous faire économiser du temps, extrayant facilement le processus dans un format dédié pour le réinjecter ailleurs. Le fait de disposer de fonctionnalités avancées, ça peut aussi être intéressant pour vous. Par exemple, on va pouvoir simuler le processus avec des données pour mieux prédire l'impact et accompagner le changement. On va aussi pouvoir suivre des KPIs en temps réel.
On va pouvoir gérer les risques et la conformité avec des normes légales et industrielles. On va pouvoir intégrer des fonctionnalités de feedback dans les outils, par exemple. Vous modélisez votre processus et on va vous dire tout de suite, bah là je suis d'accord, là je suis pas d'accord. Donc quand vous avez certaines personnes qui sont absentes des ateliers que vous organisez pour modéliser tout cela, bien du coup ça peut être intéressant d'avoir ces retours-là. Donc voilà, tout ça on va l'encadrer quelque part dans les fonctionnalités avancées. Pour continuer, on a aussi la personnalisation, bon voilà, l'évolutivité, le coût. Un point important, le coût, le support, la communauté, la performance et la fiabilité, la sécurité, la conformité. Bon, je pense que ce sont des termes qui parlent d'eux-mêmes, je n'ai pas forcément besoin de rentrer dans le détail. L'accessibilité, par contre, ça oui, c'est est-ce qu'on doit forcément utiliser un ordinateur ou est-ce qu'on peut utiliser un smartphone ou une tablette, et ça peut être intéressant notamment si vous êtes dans un cadre industriel ou si vous vous déplacez sur le terrain au moment où vous revoyez un peu ces processus. Donc c'est toujours un point intéressant. Et puis la partie documentation et ressources, puisque vous avez des logiciels qui bénéficient d'une forte documentation, parfois un petit peu difficile à digérer, et l'implémentation et la maintenance. Bon là on est dans le cadre de la partie projet sur l'implémentation et sur la maintenance dans le temps. Est-ce que c'est facilité ou pas? Donc on voit en tout cas que sur cette première partie, on a Harris, on a BizDesign, on a Signavio qui sont bien placés. On a aussi Pega BPM qui a une bonne notoriété. Et ensuite, Cindy. Voilà. Sur cette seconde partie, comme vous pouvez le voir, on a été globalement moins séduit par les outils que nous avons rencontrés. Voilà, il y a quand même nettement plus de rouge ou d'orange pour la partie moyenne. Ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est que vous aurez accès à ce contenu par la suite. Vous pourrez vous appuyer dessus pour contractualiser avec l'un d'entre eux si vous le souhaitez. Mais le choix, en tout cas, va vraiment dépendre de vos objectifs et de votre contexte. Donc, à titre informatif, de notre côté, on va utiliser majoritairement PowerPoint pour modéliser les processus, même si, vous le voyez à l'écran, la notation globale, elle paraît catastrophique de prime abord. Mais c'est parce que, comme vous le lisez, il est facile d'utilisation, il ne coûte rien, parce qu'il est déjà déployé dans la suite Office de tous les collaborateurs, et donc par extension qu'il est donc accessible, et que le contenu modélisé est facilement transmissible en interne et en externe, puisque vous envoyez le PowerPoint par email ou autre, et assez rapidement vous pouvez aussi le mettre à jour et le stocker. Mais on va pouvoir atteindre du coup la plupart des objectifs de modélisation uniquement en utilisant PowerPoint ou selon votre contexte avec d'autres outils. Ensuite, Cindy, on voulait vous parler dans cette partie-ci aussi d'un point qui est clé, qui est le chiffrage. Donc choisir le bon outil, c'est bien. Mais par contre, là où vous allez vraiment voir la différence entre votre situation actuelle et votre situation cible, c'est en chiffrant. Donc une fois qu'on a le bon outil, et puis qu'on a aussi surtout bien confirmé la nomenclature. Alors la nomenclature, on n'en parle pas ici, mais vous l'aurez effectivement dans les slides du coup que vous recevrez. Une fois qu'on a réuni les collaborateurs qui vont participer à la modélisation de processus, la meilleure manière de percevoir les gains, donc les gains de temps, de productivité, de salaire, c'est de pouvoir chiffrer la différence, comme je le disais, entre la situation actuelle et la situation cible. Dans le cadre de nos projets, on va s'atteler à chiffrer 4 types d'éléments. Le nombre d'activités, qu'on va essayer de réduire pour simplifier l'atteinte de l'objectif. Le pourcentage de valeur ajoutée. Alors quand on dit ça, ça semble un peu nébuleux, mais en fait, c'est simplement que certaines étapes de votre processus, elles n'ont pas de valeur ajoutée. Typiquement, la validation automatique par un outil, pas une vraie valeur ajoutée. On pourrait le faire valider autrement ou ne pas avoir cette validation. Et donc, on va supprimer cette étape-là, ce qui va faire augmenter le pourcentage de valeur ajoutée des autres étapes. Donc ça, on va chercher à augmenter ce pourcentage dans la situation cible. Le nombre de contrôles, et donc le nombre de contrôles, ça c'est le cas que l'on rencontre le plus, ça ralentit l'atteinte de l'objectif,
et ça aussi on va essayer de le diminuer. Ce sont donc tous ces contrôles, il peut y en avoir 3, 4, 5 effectués ou pas par des acteurs, simplement en vue de se rassurer et de contrôler en fait que le processus a eu un regard par un certain nombre de décisionnaires. Et enfin, le nombre d'acteurs sollicités, qui est bien souvent supérieur à ce qui serait aussi réellement nécessaire pour atteindre l'objectif, et qu'on va essayer de réduire aussi. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce chiffrage. En obtenant en fait un processus où les chiffres se sont améliorés, on va pouvoir mieux le communiquer, et on va aussi faciliter le changement auprès des collaborateurs impactés. Je crois que c'est tout pour cette partie. Je vais maintenant passer la parole à Cindy, qui va pouvoir vous partager un peu plus de concret, en vous présentant comment un processus modélisé peut par la suite être utilisé dans un outil. Merci Nicolas. Oui, donc vraiment dans tout ce que Nicolas a présenté, ce qui est vraiment important à retenir, surtout pour nous, quand on fait des projets de digitalisation, quand on implémente des nouveaux outils, c'est vraiment tout ce travail en amont, en fait, qui permet aussi un déroulé du projet qui sera facilité. En fait, le fait d'avoir réfléchi à ces différents éléments permet vraiment un travail beaucoup plus optimal, en fait, ou une réflexion justement de réduire ses activités, de simplifier le tout est vraiment un avantage à ne pas oublier dans tout projet de digitalisation. Alors, nous, on a aussi finalement travaillé de cette façon-là. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter un processus onboarding et puis pour implémenter ce processus onboarding, on a d'abord commencé par modéliser aussi ce processus. Ici, on a créé un processus best practice qui est basé donc sur nos expériences avec nos clients sur ce processus spécifiquement. Voilà, donc on a commencé par ça, on a les différents rôles, on a les différentes étapes. Le processus est constitué de 14 étapes en tout. Et puis, avant de sauter sur la plateforme qu'on utilise, nous, pour digitaliser les processus, pardon, je vais juste vous expliquer donc que vous verrez deux écrans en fait. Sur l'un des écrans, ce sera la plateforme employée, sur laquelle la nouvelle employée qu'on a appelée Amy aujourd'hui se connectera pour transmettre ses informations à l'entreprise pour pouvoir créer le contrat et son dossier personnel. Et aussi pour qu'elle puisse avoir accès aux informations nécessaires pour son premier jour de travail. J'aurai aussi de l'autre côté la partie admin où en fait je vais suivre donc les différentes tâches du processus. Voilà. OK. Alors, j'espère que vous voyez tous bien si je garde les 2 écrans. Donc ici sur la gauche, j'ai donc la plateforme qui s'appelle donc UKG. C'est celle qu'on utilise pour cette partie gestion documentaire, mais aussi pour le suivi des processus et des workflows RH, et pour traiter les demandes des employés. J'ai tenu à vous montrer en fait la visualisation du processus que je vous ai montré juste avant, donc d'onboarding. J'aime bien cette perspective tout simplement parce qu'elle permet de voir quelles sont les tâches qui peuvent être faites en parallèle, ici par cette ligne-là, et puis celles qui dépendent les unes des autres. En fait, vous le verrez dans quelques secondes dans le processus tel qu'on l'a implémenté. En fait, cette tâche-ci, par exemple, elle peut pas être effectuée tant que la première tâche n'aurait pas été faite. Et c'est la même chose pour les autres tâches qui fonctionnent donc de la même manière. Voilà. J'ai donc starté un processus d'onboarding pour Amy, la nouvelle collaboratrice, qui se présente donc comme ceci. Là, on a encore une autre perspective du processus dans sa globalité, où vous pouvez voir les tâches. Ici, vous pouvez voir à qui elles sont assignées et vous pouvez voir aussi le statut. Je n'ai pas mis ici de date d'échéance, mais il est tout à fait possible d'en intégrer une. Donc,
pour ce processus d'onboarding, il va commencer par la première étape où le recrutement transmet les informations nécessaires à l'admin pour la création du contrat. Ces tâches-ci, je les ai déjà effectuées, tout simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voici les informations que reçoit l'admin. Qui viennent donc du recrutement. On a le salaire, on a le type de contrat, la date d'entrée, le titre, le lieu de travail et puis on a aussi la possibilité d'intégrer les documents de la future collaboratrice, le dossier de candidature par exemple. Et puis l'avantage de ça, c'est qu'ici en fait, vous allez tous les documents qui auront été téléchargés durant le processus seront enregistrés en fait à la fin directement dans le dossier de la personne, ce qui facilite quand même grandement le travail. Voilà, donc la partie contrôle des informations, des infos a été effectuée et on peut donc passer aisément à la suite. Et on voit ici que les 3 prochaines tâches, c'est celles que je vais vous montrer, elles sont à effectuer par la nouvelle collaboratrice. Donc, comment ça se passe pour arriver ici sur la droite à la page, sur la plateforme employée en fait? Tout simplement, un lien d'activation sera créé pour la nouvelle employée qu'elle recevra par email et puis elle sera donc invitée à se connecter sur la plateforme ici où elle aura, on le voyait ici, des tâches qui lui seront demandées pour faciliter son entrée dans l'entreprise. Juste en quelques mots, ici sur la plateforme, vous avez différentes catégories de sujets où la future collaboratrice peut cliquer pour avoir des informations sur différentes choses. Toutes les informations en fait où on appellerait les RH pour leur demander, ici on a les informations qui sont stockées. On a aussi la possibilité de mettre un mode bienvenue pour les nouveaux employés ou s'il y a des nouvelles choses mises en place, ça peut être aussi une forme de communiquer avec les employés, les nouveaux employés pour les informer. Voilà. Allons donc sur les différentes tâches. Ça, c'est parce que je me suis pas loguée dessus depuis plus de 10 minutes. Voilà. Ici, donc, on a tout ce bloc-là qui concerne son onboarding. Et puis, je suis donc informée que j'aurai 4 tâches à effectuer en tout. 3 sont déjà disponibles et une qui viendra donc plus tard. Je vais donc commencer par la première. Voilà, j'ai déjà pré-rempli le formulaire pour faciliter, pour que ce soit plus rapide. Voilà, ici on a les informations de base, les noms, prénoms. On donne aussi ici là par exemple la possibilité à la personne de choisir les noms qu'elle souhaite faire apparaître dans son mail d'entreprise pour le cas de personnes qui auraient plusieurs noms de famille par exemple. Et puis ici aussi la possibilité de télécharger différents documents. On a aussi l'adresse de domicile. On a rajouté ici une fonctionnalité pour ajouter une adresse si l'adresse de correspondance devrait être différente de l'adresse de domicile. Voilà. Les coordonnées de contact, les informations complémentaires. On a aussi ici un formulaire qui est adaptable selon l'option choisie. On voit que les informations demandées vont s'adapter. Donc ici, Amy est célibataire et donc toutes les informations ont été complétées. Numéro AVS et coordonnées bancaires, on donne la possibilité de pouvoir les noter directement lorsqu'elles sont disponibles. Et si elles sont pas disponibles, on a donc des messages qui apparaissent pour informer vraiment la personne que c'est important qu'on reçoive ce document ou le numéro IBAN avant le 10 du mois. On a aussi la possibilité de mettre un contact d'urgence et on termine aussi avec les questions de conflit d'intérêts. Dans ce cas-là, rien ne s'applique. La possibilité également de laisser de communiquer avec les RH si on a besoin de dire quelque chose, on peut laisser ici dans remarques. Et voilà, on va donc envoyer le formulaire. Voilà, la tâche a donc été remplie comme on le voit ici.
On a aussi des informations qu'on peut communiquer directement à la nouvelle employée concernant le Welcome Day. Par exemple, ici, on voit qu'on invite à lire un article. Si je vais dessus, je peux voir, c'est super, j'ai toutes les informations nécessaires pour le premier jour d'arrivée. Pour nous éviter le travail de devoir de changer les templates, comme on le fait souvent, puis après on se trompe, on oublie de changer le mois et puis on envoie les fausses informations. Ici, tout a déjà été fait pour toute l'année et on a aussi l'agenda qui est directement intégré dans ce mail-là. S'il devrait y avoir des questions, on peut aussi sans autre contacter les RH directement depuis la plateforme. Si je retourne ici, je vois que j'ai aussi d'autres informations directement accessibles, notamment sur comment me rendre au travail le premier jour, si je souhaite aller en transport en commun, en vélo ou en parking, toutes les informations me sont données ici. Donc, en un seul article, je peux communiquer donc aux nouveaux employés les informations relatives au premier jour. Je vais marquer la tâche comme remplie et puis j'ai encore une dernière petite tâche un peu plus fun sur les réseaux sociaux. Si je souhaite communiquer sur les réseaux sociaux, que je commence ma nouvelle activité, on me donne ici tous les liens. Donc voilà, ça aussi, la tâche est effectuée. Donc, en tant que nouvelle collaboratrice, j'ai effectué ici toutes les tâches qui me sont demandées et comme je suis informée qu'il y aura une tâche qui va venir plus tard, je serai informée en fait directement par email. Mais voilà, comme ça, je sais ce qui m'attend. Maintenant, si je retourne ici sur la gauche, sur la plateforme gestionnaire, je rafraîchis la page. Hop, je ne sais pas si vous avez pu voir, c'est tellement subtil, mais le statut ici, c'est adapté. En fait, on peut voir que la nouvelle collaboratrice a rempli la tâche. On peut même voir si on le souhaite, quand ça a été fait. Et puis, on libère ainsi les futures, les nouvelles tâches, en fait, notamment celle-ci qui est donc pour que les RH vérifient les données personnelles saisies pour qu'on puisse faire la suite des tâches. Voilà. Et puis, le déroulement du reste du processus fonctionne dans la même idée. En fait, une tâche, effectuer une tâche débloque la prochaine et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Si je retourne maintenant sur notre présentation, on va passer à la partie questions. Et là, je donne la parole à Patrick. Merci beaucoup, Cindy. Alors peut-être par rapport aux personnes qui participent au webinaire, donc vous avez certainement vu qu'il y a un décalage facilement de 10 secondes entre ce qu'on nous montre et puis ce qu'on peut voir à l'écran. Donc je pense que c'était pas évident de suivre notamment la démonstration de tout à l'heure de Cindy. Alors, toutes nos excuses pour ce petit bug technique. Je vais juste regarder le chat par rapport aux questions. Donc, je vois encore rien. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat directement. Peut-être, je vais peut-être prendre la main le temps que les questions arrivent, si tu veux bien, Patrick. L'une des questions qu'on nous demande le plus souvent, c'est est-ce qu'un projet de modélisation, c'est long, c'est coûteux, ça mobilise des ressources? Alors ça, je peux, voilà, c'est en général en tout cas ce qui me fait demander, donc ça permettra peut-être déjà d'y répondre. Alors, est-ce que c'est long? Ça va beaucoup dépendre du périmètre fonctionnel déjà, c'est-à-dire si on a beaucoup de sujets à adresser ou si on va adresser que le recrutement ou que la formation ou autre, voilà, ça va forcément être bien différent. Mais disons que selon nos clients, ça peut aller de 2 mois à presque 1 an quand on a vraiment tout le périmètre fonctionnel à reprendre. Et il faut compter par processus entre 2 et 3 jours de travail. Voilà, la manière dont ça se passe en général, c'est que on prépare avec. Donc nous, on apporte effectivement de l'expertise, ce qu'on a pu voir aussi d'autres clients, puisque nous-mêmes effectivement on considère comme étant les meilleures pratiques sur un processus. On le travaille avec l'expert ou le sachant ou le responsable
RH qui maîtrise bien le processus en entreprise. S'il en a besoin, et ça dépend du contexte aussi, on va aussi organiser un atelier derrière avec un certain nombre de responsables RH et potentiellement externes avec des managers pour pouvoir challenger le processus qu'on aura construit ensemble. Et donc on va l'ajuster ensuite et on le fera finalement valider par bien les décisionnaires du coup de l'entreprise. Et donc tout ça, ça permettra ensuite bien de le présenter. Alors après, si on veut du coup faciliter la manière de travailler, c'est un des objectifs, donc on l'a pas vu ensemble, mais vous le verrez aussi, ça pourrait servir. Ou bien ça peut aussi permettre derrière de constituer un cahier des charges qui soit complètement finalisé en vue de choisir un SIRH. Voilà, ça répond à peu près à toutes ces questions-là. Là-dessus, le coût, c'est le coût de 2-3 jours de travail aussi par processus. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées peut-être? Il y a vraiment des questions qui sont arrivées, puis je te complète juste effectivement par rapport à la partie, je dirais, intégration d'outils, qu'on fait nous, exactement la même chose. Donc, ça dépend aussi du scope. Si on est dans un scope d'intégration d'outils tel que montré par Cindy tout à l'heure, en principe, on définit un certain nombre de processus qu'on fait avec les clients, qui fait partie du périmètre du projet. Mais forcément, il y a tellement de tellement de processus à digitaliser. Le travail continue après le projet avec les consultants, et puis les RH sont capables, parce qu'ils apprennent aussi à utiliser l'outil pendant le projet, à faire ça soi-même après le projet. Donc c'est un travail un peu ongoing, sachant qu'il y a des processus qui se modifient aussi, il y a des nouveaux qui se rajoutent. Donc c'est un projet qui peut durer quelques mois, effectivement. Alors, il n'y a pas de questions, donc j'imagine tout est clair, ce qui était dit. Donc, je vous propose, vu qu'il nous reste 5 minutes, vous passez aux quelques slides qui vous restent. Alors, en résumé, effectivement, l'idée c'était de vous présenter rapidement un petit slide récapitulatif de savoir avec quoi vous allez repartir. C'est surtout ça. Et donc voilà, sur nos 3 parties. Donc avant de se lancer, donc c'est la partie que vous n'avez pas vue tout à l'heure, mais il faut s'assurer que les objectifs recherchés sont suffisamment pertinents au regard du contexte pour y dédier un budget, et puis s'inspirer de ces objectifs pour présenter les bénéfices aux décisionnaires. Ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. Sur la modélisation de processus, donc nous on a parlé de choisir le bon outil et de chiffrer les activités. Il faut aussi bien définir les niveaux de modélisation et les standards à utiliser. Alors vous allez voir dans les slides que vous recevrez la pyramide de modélisation, qui n'est pas de nous, mais qui est effectivement d'un standard américain qui fait figure de référence dans le monde, avec 5 niveaux de modélisation. Et c'est intéressant parce que quand on pense processus, en fait on est déjà sur les niveaux 4 et 5, mais quand vous allez regarder effectivement ce slide, vous verrez qu'on a aussi la chaîne de valeur. Donc qu'est-ce qui fait que l'entreprise effectivement aujourd'hui a une raison d'être, quel est son cœur de business, qu'est-ce qui fait qu'on enlève des choses, elle ne fonctionnerait plus, elle s'éteindrait très vite, parce que le processus finalement ce n'est que l'aboutissement de la chaîne de valeur, c'est la mise en musique quelque part de cette chaîne de valeur. Et puis, Cindy, sur l'exemple du processus digitalisé. Oui, alors pour ma part, le message que je pense qu'il est vraiment important de prendre avec, c'est vraiment que dans un projet de digitalisation, ne pas passer par la modélisation, le décortiquage des processus. En fait, vous allez perdre toute la possibilité d'optimiser vraiment ces processus et vraiment de profiter pleinement en fait de tout ce qui suit, de la mise en place de l'outil, de tout en fait. Donc vraiment, ces outils de modélisation, ils sont vraiment complémentaires à tout outil de digital RH et voilà, les utiliser en combinaison est vraiment la meilleure option dans tout projet. Voilà. Ok. Si vous souhaitez donc avoir accès au contenu complet du webinaire, vous pouvez nous transmettre vos coordonnées professionnelles. Pour ce faire, vous pouvez donc contacter directement mon collègue Patrick par mail ou par LinkedIn directement. Vous aurez donc accès au contenu complet, ça veut dire aussi les 2 thématiques qui n'ont pas été abordées lors de la session.
Peut-être encore une dernière petite chose. On a notre prochain webinaire qui n'est pas encore sur LinkedIn, mais on a déjà prévu un prochain webinaire qui va aussi dans ce sens de projet digitalisation RH avec l'entreprise Great Place to Work, notamment avec Carole. On va donc discuter de comment accompagner les employés lors de la mise en place d'un nouvel outil, parce qu'on oublie souvent, on a de la peine à faire un changement de mindset, et on va vraiment vous donner quelques clés pour simplifier ces éléments-là. Donc le prochain aura lieu le 21 février à la même heure, et probablement que ce sera aussi sur LinkedIn. Info à suivre. Et enfin, pour terminer vraiment, on est presque à l'heure d'ailleurs, on va vous dire en quelques mots qui nous sommes, donc HR Campus et Acton Switzerland. Voilà, pour notre part, HR Campus, donc on vient de fêter nos 25 ans d'existence. On est basé principalement en Suisse allemande, mais on est donc aussi présent en Suisse romande depuis l'année dernière. En tout, nous sommes environ 250 collaborateurs et collaboratrices, et nous avons déjà travaillé depuis nos débuts sur plus de 10 000 projets de digitalisation aussi. On couvre donc tout ce qui touche au cycle de vie d'un employé. Vraiment, on couvre différents sujets, que ce soit recrutement, admin, gestion du talent, gestion du temps, mais aussi service des employés, HR Analytics. On couvre vraiment différents sujets au sein de nos activités. Voilà, Nicolas, je te laisse la parole. Merci Cindy. Alors j'en profite rapidement, on me signale qu'il y a 3 questions dans le chat, donc je vais pouvoir y répondre tout de suite, et puis ensuite je vous présenterai un petit peu Acton Switzerland. Donc la première, Alexis Larcher, donc bonjour, est-ce que la modélisation de processus est visible même en back-office? Alors il y a 2 choses. Je pense que là on fait référence, alors il y a modélisation et automatisation déjà, on va distinguer les deux. La modélisation de processus, l'idée c'est bien de la rendre visible puisqu'il y a des objectifs derrière de communication, c'est bien de pouvoir la partager à tous. Par contre je pense que là la question elle fait référence à la présentation de Cindy pour savoir effectivement si cette automatisation, est-ce que Cindy a pu montrer, permet effectivement de visualiser permet d'être vu en back-office. Et ça, Cindy, je vais peut-être te laisser répondre. Oui, alors tous ceux en fait, donc quand on crée un processus, on peut créer, sans entrer dans trop de détails, chaque gestionnaire aura un rôle et un accès différent, et selon ces différents accès et rôles, plusieurs personnes en fait peuvent accéder. Peuvent voir en fait tous les processus qui sont en cours. Là, sur la page où moi j'étais, en fait, j'avais mes processus à moi, et j'avais aussi le processus de mes collègues qui sont en cours et qui permettent aussi, donc qui facilitent le suivi en fait lorsqu'une personne est malade, par exemple. Comme ça, on sait exactement où le processus il en est en fait, et ça évite de couper le processus ou de se perdre ou de pas savoir où on en est quand quelqu'un est absent. D'accord. Et ensuite, on a 2 autres questions de Stéphane Pedrono qui disait: quelle est votre recommandation, attaquer tout le SIRH ou prendre le projet par processus, sachant que la finalité est de mettre un SIRH complet en place? Alors, notre recommandation, c'est bien de commencer par refondre ces processus-là, puisque si on attaque, on peut choisir effectivement un SIRH et présupposer, notamment quand on choisit un SIRH majeur, que tout ce que l'on veut faire pourra être fait par ce SIRH. Dans les faits, c'est pas toujours le cas, et on a souvent des déceptions. Donc c'est vrai que le prendre par l'inverse, c'est-à-dire commencer par refaire ces processus, et ensuite donner ces processus à des éditeurs ou des intégrateurs qui connaissent bien ces éditeurs-là, pour leur demander, voilà, est-ce que ce que moi je souhaite mettre en place est faisable dans le SIRH que vous connaissez, que vous représentez. Donc c'est là où on aura des réponses, parfois oui, parfois non, mais ça permettra de faire effectif de SIRH et surtout d'éviter les déceptions par la suite. Et puis deuxième question, Stéphane, en fait, est-il plus facile de motiver une direction en adressant tout le projet ou en morcelant? Donc morcelant, j'imagine que ça veut dire
processus d'un côté ou peut-être processus et SIRH du coup de l'autre. Alors effectivement, c'est un gros projet hein, quand on parle d'abord on refait des processus et ensuite on met en place un SIRH, mais je pense qu'il faut distinguer aussi les objectifs. C'est-à-dire que quand on s'attaque effectivement à une refonte des processus, on a de toute façon potentiellement derrière l'idée de mettre en place un SIRH, mais on peut avoir plein d'autres objectifs, ça vous le verrez aussi dans les slides que vous recevrez, autour de la facilité d'intégration, autour de la communication interne et externe. Donc on va vraiment jouer sur la marque employeur aussi, autour de la conformité, on a pu en parler aussi tout à l'heure, et autour de la diminution de la complexité qui va autour. Donc de toute façon, même si on ne choisit pas de SIRH, on atteindra déjà une première partie de cet objectif-là. Et donc, si on veut être ambitieux et vraiment répondre à la concurrence qui se dote de SIRH toujours plus aboutis et qui correspondent vraiment aux attentes des salariés, eh bien, il faut mieux effectivement expliquer tous ces objectifs à la direction, proposer aussi un budget qui soit fiable. Donc nous aussi, on est capable de formaliser ce type de budget et effectivement avoir l'ensemble du projet, plutôt que de morceler le tout, parce qu'il peut y avoir aussi une mauvaise perception d'une direction quand elle découvre qu'il y a d'abord un projet de processus et ensuite il y a un projet de SIRH, elle pourrait mal le prendre. Alors, peut-être pour revenir effectivement rapidement à Acton, voilà. Merci Cindy. Alors, qui sommes-nous en fait? Acton Switzerland que je représente. La modélisation de processus est une petite partie de nos activités. Nous, on travaille principalement sur des sujets de stratégie RH, de SIRH, de technologie et de data. Donc plus concrètement, on va se positionner en amont des projets, on va faire des audits RH, des audits SIRH aussi, on va accompagner le choix d'un SIRH, et par la suite, on va aussi accompagner le pilotage de projet et le changement des équipes. Donc aujourd'hui, on est 10 consultants, on est basé à Lausanne, et ensuite, d'ailleurs, si tu veux bien passer au slide d'après, Cindy, on va s'appuyer justement sur notre maison mère qui est basée à Paris, qui dispose effectivement d'un plus grand nombre de consultants que nous quand on a effectivement besoin. Donc il y a 600 consultants aujourd'hui qui sont dans le réseau et qui sont basés à Paris et un petit peu partout dans le reste de la France. Voilà, je pense qu'on a tout couvert, on a dépassé un petit peu, on a démarré en retard, on a dépassé un petit peu, au total ça s'équilibre, mais j'espère en tout cas que ça ne vous aura pas mis en retard dans votre quotidien. Voilà. Merci tout le monde pour votre participation. Et puis, je me réjouis de vous voir au prochain webinaire. Merci à tous. Merci et à beaucoup. bientôt. Belle journée. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Vous êtes encore là? Oui, je pense qu'il faut arrêter le live de votre côté. Leave event, oder?